Nous allons passer à la communication suivante. Donc, Jérémy Lefebvre, vous êtes parti. Il s'agit de Maxime Collard, de Paris, qui va nous parler de la chirurgie itérative après échec d'une anastomose colorectale ou coloanale, sauvetage anastomotique, mais pour quel résultat fonctionnel? Maxime Collard, oui, la parole est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Et donc, vous avez très bien présenté ce travail qui porte sur la place de la chirurgie itérative après échec d'une anastomose colorectale ou coloanale, le fait de refaire une anastomose lorsque la première est un échec. Ça marche sur le plan technique, mais finalement, pour quel résultat fonctionnel? Pour revenir un peu à la base, lorsqu'on effectue une anastomose colorectale ou coloanale, finalement, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie que la confection d'une stomie définitive. C'est le deuxième temps opératoire, la tumeur a déjà été retirée, et on sait que la qualité de vie obtenue passe par le résultat fonctionnel obtenu. Ça a été montré à de multiples reprises. Le problème, c'est lorsqu'on fait ces anastomoses, on prend un risque, et principalement le risque de fuite, de fistule anastomotique, qui est un événement fréquent de 5 à 20% des cas. Donc ça concerne beaucoup de patients, et que cet événement est associé à un moins bon résultat fonctionnel, voire à la nécessité de devoir mettre une stomie de manière définitive. Et donc au final, on a une altération de la qualité de vie, donc un effet un peu contre-productif. Quand on regarde un peu dans la littérature le risque de stomie définitive après la confection d'une anastomose colorectale ou coloanale, ça fluctue entre 6% et 10%. Donc voilà, c'est quand même entre un patient sur 20 et un patient sur 10 qui finit en stomie définitive. Parmi ces patients, il y en a certains, c'est pour des raisons de récidive tumorale, mais la grande majorité étant principalement en raison d'un mauvais résultat fonctionnel ou bien d'un sepsis pelvien trop sévère suite à une fistule anastomotique. Il existe une technique de sauvetage de la continuité digestive qui consiste à refaire chirurgicalement cette anastomose. C'est une intervention qui est techniquement difficile parce qu'il faut redisséquer un pelvis inflammatoire, sclérosé. Il y a des risques de plaies des urtères, de plaies des anses digestives qui seraient allées très adhérentes dans le pelvis, des risques de saignement lorsqu'on dissèque notamment au niveau des veines très sacrées. Et donc, on peut refaire ces anastomoses. Alors, on peut refaire une anastomose coloanale, soit d'emblée sur la photo de gauche, vous voyez une anastomose coloanale manuelle termino-terminale, ou bien de manière différée sur la photo de droite, où on laisse un moignon colique sortir, et puis finalement, on recoue. On coupe et on recoue l'anastomose coloanale 7 à 14 jours plus tard. Parfois, ça porte le nom d'intervention dite de Beaulieu. Et donc, voilà, c'est des stratégies pour essayer de réduire le risque de survenue d'une nouvelle fistule dans ce contexte de pelvis inflammatoire. Et on peut refaire une anastomose colorectale, et ça, c'est quand même plus rare parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de moignon rectal en dessous de l'anastomose qui a fui et qui a été réséquée. Les données de la littérature sur ces chirurgies itératives, elles sont relativement limitées. Ici, vous avez toutes les études publiées depuis 2010 avec au moins 30 patients. Et vous voyez, il y a seulement 6 études rétrospectives monocentriques, donc des données limitées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur ces 6 études, il y en a 5 qui sont françaises. Donc, c'est très propre à l'école de chirurgie française de tenter ces chirurgies itératives. Et clairement, les anglo-saxons, il n'y a notamment aucune étude américaine qui cherche à évaluer l'intérêt d'une chirurgie itérative. Les résultats, ils sont finalement plutôt satisfaisants. On a une morbidité sévère qui est élevée, autour de 20%, mais finalement un taux de succès technique autour de 80%. Donc finalement, ça ne marche pas si mal que ça sur le plan technique chez des patients évidemment bien sélectionnés. Mais finalement, le fond de la question, c'est quel est le résultat fonctionnel qu'on obtient. Les études se sont, à juste titre, beaucoup focalisées sur le résultat technique, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une chirurgie qui est difficile, à haut risque. Mais finalement, ce qu'on cherche à savoir, c'est avoir un bon résultat fonctionnel et garantir une bonne qualité de vie. Il y a peu, voire pas de données dans la littérature là-dessus. Et donc, la problématique de ce travail, c'était quel est le résultat fonctionnel et la qualité de vie qu'on obtient après ces anastomoses itératives lorsqu'on a un succès technique de la chirurgie. Est-ce que succès technique égale succès fonctionnel? Pour répondre à cette question, on a inclus l'ensemble des patients opérés à l'hôpital Saint-Antoine sur une durée de 11 ans, en incluant tous les patients qui ont eu un succès technique de la chirurgie itérative lorsque la chirurgie initiale était un échec
d'une anastomose colorectale ou coloanale. On a inclus les patients uniquement opérés initialement pour un cancer du rectum pour homogénéiser la cohorte. Et on a dû exclure les patients qui étaient donc en échec technique du rétablissement de la continuité digestive, les patients qui ont été mis en stomie à cause d'une récidive tumorale, parce que là, ce n'est pas réellement le résultat fonctionnel de la redoue-anastomose, et puis les patients décédés pour lesquels, évidemment, on ne pouvait pas poser le questionnaire. Et donc, à l'ensemble de ces patients, on les a recontactés, et ceux qu'on a réussi à contacter, on leur a posé plusieurs questionnaires. On a évalué le résultat fonctionnel, digestif avec le score de l'ARS, sexuel avec le score IUF5 chez l'homme et FI chez la femme, et le score IPSS pour la fonction urinaire chez l'homme. Et la qualité de vie a été évaluée par un score standardisé de qualité de vie, le score de Gicli, qui est un score qui est adapté à l'évaluation de la qualité de vie dans le cadre des troubles de la fonction digestive. Ici, vous avez le flowchart de l'étude. 161 patients ont eu une anastomose colorectale ou coloanale itérative ayant initialement été opérés d'un cancer du rectum. Donc, c'est une cohorte qui est relativement conséquente. 2 échecs péropératoires, 2 échecs post-opératoires, donc de patients jamais rétablis qui ont toujours gardé une stomie. Donc, on n'a pas pu évaluer le résultat fonctionnel. Donc, 145 succès techniques, ça fait un taux de réussite technique de 90%. On a exclu les patients en récidive locale, 2 patients, et les patients décédés, 16 patients. Et donc, au final, on avait 116 patients vivants en continuité digestive qui ont été contactés et 11 patients vivants avec une stomie définitive qui a été faite dans un second temps en raison d'un mauvais résultat fonctionnel. Pour information, les 16 patients décédés, c'était principalement à cause d'une récidive tumorale. Il n'y a aucun patient qui est décédé des suites de la chirurgie en post-opératoire de la chirurgie itérative. Donc, une cohorte donc, de 127 patients. On a pu réellement en évaluer 73, et ça, c'est en raison du taux de réponse au questionnaire. Donc, 66 patients sur les 116 en continuité digestive ont répondu au questionnaire, et 11 patients en stomie, à cause d'un mauvais résultat fonctionnel, ont été analysés. Ici, vous avez les données globales de la cohorte, autant de femmes que d'hommes. Le premier point intéressant, c'est le pourcentage de patients avec un score ASA supérieur ou égal à 3. On voit c'est 7%. Il y a une étude américaine qui a montré que dans le cadre de la chirurgie du rectum, une étude populationnelle, c'est autour de 60% des patients qui sont ASA 3. Donc on voit par ce critère qu'on a une population ici qui est particulièrement sélectionnée. 70% de radiothérapie pelvienne, beaucoup de tumeurs initialement proches de la marge anale. Et vous voyez, la chirurgie itérative, c'était majoritairement, quasiment exclusivement presque, des anastomoses coloanales qui pouvaient être immédiates dans 75% des cas ou bien différées dans 25% des cas. Les données sur la morbidité post-opératoire, 43% de morbidité globale, 22% de morbidité sévère. On retrouve les données précédemment publiées. Un taux de fistule anastomotique de 25%, donc un événement qui est là aussi assez fréquent, et malgré le fait de faire des anastomoses différées et toutes les aides techniques qu'on peut mettre en œuvre. Le résultat probablement le plus important de cette étude, quel est le résultat fonctionnel obtenu? On avait un recul médian de 69 mois, donc c'est un recul qui est particulièrement élevé. Donc on l'a dit, 11 patients en stomie pour un mauvais résultat fonctionnel et 62 patients en continuité digestive. Sur ces patients-là, 50% des patients avaient un score de Lars majeur, donc un syndrome majeur de résection antérieure du rectum, c'est-à-dire globalement un mauvais résultat fonctionnel. 23% des patients avaient un Lars mineur, ce qui est considéré comme un résultat acceptable, et 27% des patients n'avaient pas de syndrome de résection antérieure du rectum selon le score. Donc au final, le mauvais résultat fonctionnel, c'est-à-dire Lars majeur ou confection d'une stomie, ça a concerné 57% des patients, et seulement 43% des patients de la cohorte avaient réellement un bon résultat fonctionnel. Cette donnée est très importante. On a, dans un second temps, essayé de comprendre les facteurs qui pourraient prédire cette survenue d'un mauvais résultat fonctionnel. Et là, de manière intéressante, les facteurs classiquement admis, comme une anastomose coloanale initiale, comme la présence, le fait d'avoir réalisé une radiothérapie pelvienne, n'étaient pas associés à un moins bon résultat fonctionnel. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre eh bien, que quand on refait une anastomose, on est dans un pelvis qui est scléreux, fibreux, et que finalement, les facteurs qui déterminent le mauvais résultat fonctionnel ne sont pas les mêmes de ceux d'une anastomose primaire, et que finalement, l'antécédent de radiothérapie, de toute façon, là, probablement que la majorité des patients ont un pelvis très, très fibreux, et donc cet antécédent ne change pas grand-chose
sur le résultat fonctionnel obtenu au vu de nos résultats. Un seul critère est ressorti très fortement, significativement associé au mauvais résultat fonctionnel, c'est le fait d'avoir un délai entre l'anastomose itérative et le questionnaire inférieur à 36 mois. Et donc, on a séparé, il y a cette figure qui en dit un peu plus. Vous voyez ici le délai entre la chirurgie itérative et l'évaluation qui a été découpé en plusieurs périodes. Et vous voyez, il y a vraiment un effet seuil à 36 mois, à 3 ans post-opératoire, où là, vraiment, jusqu'à 60% des patients ont finalement un bon résultat fonctionnel. Et avant, très peu de patients ont une réussite. De 0 à 18 mois, 100% des patients de la cohorte ont un mauvais résultat fonctionnel. Donc là, le message est majeur. Il faut savoir attendre en post-opératoire. Et alors, il y a probablement de la récupération pelvienne, mais peut-être aussi de l'optimisation des traitements médicamenteux. C'est probablement multifactoriel, cette amélioration progressive. Les données sur la fonction urinaire et sexuelle, les fonctions sexuelles étaient largement altérées, 64% de dysfonction sexuelle majeure chez la femme, 75% de dysfonction érectile sévère chez l'homme, dysfonction urinaire chez l'homme seulement 4%, donc finalement c'est surtout la fonction sexuelle qui est altérée. Là, on a regardé l'effet du temps, il n'y avait pas d'amélioration dans le temps de la dysfonction sexuelle. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'ici, c'est le résultat final, et donc probablement le fait de refaire l'anastomose peut altérer la fonction sexuelle, et c'est des patients qui ont quand même une fistule anastomotique sévère, qui ont une première dissection du rectum, un cancer. Donc, c'est finalement le résultat en bout de course de l'ensemble des traitements qui ont été initiés. Pour finir, le score de qualité de vie, on n'oublie pas que c'est finalement l'objectif final de cette procédure chirurgicale ambitieuse. Un score de Gicli médian de 110 sur 140. Alors, il n'y a pas de score qui dit là, on a une bonne ou une mauvaise qualité de vie. Mais à titre de comparaison, il a été rapporté qu'à J10 d'une cholécystectomie par voie célioscopique, on a un score médian de Gicli à 104. Donc, vous voyez, 110 de score Gicli, en valeur médiane, c'est largement satisfaisant. Et on voit ici sur la répartition des patients qu'il existe quand même quelques patients avec une qualité de vie évaluée relativement mauvaise par ce questionnaire standardisé. Et donc, on a séparé les patients par rapport à la valeur médiane. On a considéré comme les patients avec la meilleure qualité de vie ceux avec un score de Gicli supérieur à 110 et ceux avec la moins bonne qualité de vie de la cohorte inférieure à 110. Et un seul critère était significativement associé à une moins bonne qualité de vie, c'est la présence d'un LARS majeur. Donc, lorsque le résultat fonctionnel de l'anastomose digestive était mauvais, eh bien, il y avait significativement une altération de la qualité de vie. Ça, c'est connu au cours des anastomoses primaires et on retrouve donc ce même résultat sur la chirurgie itérative. Les conclusions de ce travail, c'est que réussite technique égale réussite fonctionnelle dans 42% des cas, et finalement, à plus de 3 ans, c'est à peu près 60% de réussite fonctionnelle, que les facteurs classiques de mauvais résultats fonctionnels, ils diffèrent d'une anastomose initiale. La radiothérapie, par exemple, n'est pas associée dans notre série à un mauvais résultat fonctionnel. On a retrouvé un seul facteur, c'est le facteur temps. Il faut savoir attendre en post-opératoire. Et on a montré que c'était vraiment à partir de 36 mois qu'on obtient une stabilisation de la fonction digestive et que la réussite fonctionnelle conditionne la qualité de vie. C'est, vu l'objectif de cette chirurgie, une donnée essentielle. En perspective, si on regarde les résultats, si on compare nos résultats finalement avec la chirurgie initiale, il a été montré autour de 10% des patients sont mis en stomie définitive après une exérèse totale du mésorectum pour un cancer du rectum et une anastomose colo-anale primaire. Nous, on est à 15% de stomie définitive. Alors, on a des patients très sélectionnés, mais finalement, ce n'est pas si éloigné que ça. Et puis, chez les patients en continuité digestive, dans la littérature, il décrit autour de 57% de LARS majeur après l'exérèse du rectum et une anastomose colo-anale primaire. Nous, on a 50%. Alors, on compare des séries différentes, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, mais finalement, on est quand même globalement dans le même ordre de grandeur chez des patients, encore une fois, très sélectionnés. Donc, le message ici, c'est que refaire une anastomose, c'est une chirurgie pour la qualité de vie. Et donc, il faut bien sélectionner les patients et surtout bien informer les patients. Ce travail permet peut-être d'avoir quelques matière, nouveaux contenus à discuter et que c'est finalement l'avis du patient qui doit être au cœur de la décision et c'est à lui de décider s'il accepte cette prise de risque et ce risque finalement de mauvais résultats fonctionnels à terme. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maxime Collard, de cette très belle présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean-Luc Boulot.
Oui, je voulais féliciter toute l'équipe de Saint-Antoine de cette belle série. On connaît leur expertise dans le domaine. Je suis malgré tout surpris qu'on n'arrive pas à faire une différence dans les résultats fonctionnels entre les patients qui sont réopérés parce qu'ils ont une anastomose colorectale plus ou moins haute qui a fistulisé, versus un échec d'anastomose colo-anale, parce que quand il reste quand même, l'appareil sphinctérien n'a pas été touché, il reste un petit moignon rectal, je suis surpris qu'on n'arrive pas à mettre en évidence une différence dans le résultat au niveau de la qualité de vie, de la continence. Peut-être qu'il n'y a pas assez de patients, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense, Maxime ? Merci monsieur pour cette question. Alors déjà, il faut savoir qu'on a pris uniquement les patients qui avaient un cancer du rectum, donc effectivement le taux d'anastomose colorectale est assez limité. Et finalement, il y en a quand même des patients qui avaient initialement une anastomose colorectale, mais il y a seulement un patient qui à terme, lorsqu'on refait l'anastomose, on a refait une anastomose colorectale et la quasi-totalité des patients, on est obligé de disséquer tout le pelvis et de faire une anastomose colo-anale. Donc en fait, au final, sur les patients opérés d'un cancer du rectum, la quasi-totalité ont eu on a refait une anastomose colo-anale. Dans notre analyse, on a regardé si l'antécédent d'anastomose colorectale était associé à on n'a pas regardé la qualité de vie, on a regardé le résultat fonctionnel. Ici, j'ai présenté un tableau très simplifié et il n'y avait pas d'amélioration de la fonction digestive lorsque on avait fait un antécédent d'anastomose colorectale. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Collard. Félicitations pour ce travail. Vous avez vous-même soulevé le problème qui me paraît très important, c'est la cohorte comparative, on va dire. Vous avez pris la littérature pour apprécier les résultats fonctionnels en cas d'anastomose première et non pas itérative. Je ne vois pas pourquoi, dans les normes services dans lesquelles vous travaillez, vous n'avez pas pu faire une série comparative avec les patients du service. Ça m'aurait été déjà, à mon avis, d'une valeur supérieure. Et la deuxième remarque, qui n'est pas une remarque, qui est une question, vous n'avez nulle part parlé de la technique d'anastomose à la fois colorectale et à la fois colo-anale. Et j'aurais voulu savoir si vous faisiez ou pas, il y avait des réservoirs ou pas, parce que ce n'est pas du tout la même ambiance. Et à propos, vous rappelez une série de publiés à l'époque où j'étais encore chez Pierre Hautefeuille, qui montre très très largement que lorsque vous faites une colo-anale sans réservoir, puisqu'à l'époque on ne faisait pas de colo-anale avec réservoir, il y a une adaptation fonctionnelle de la fonction rectale liée au temps qui fait que les sensations des récepteurs de l'ensemble du petit bassin font que la sensation de plénitude augmente et que les patients ne sont plus obligés d'aller à la selle toutes les 6 heures et donc ils adaptent une qualité de défécation et de continence tout à fait supérieure, mais ceci effectivement au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et on le voyait très très bien dans le suivi de ces malades. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Alors, merci pour le premier point sur la cohorte de contrôle. Alors, dans la présentation, c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur. Effectivement, c'est des corps qui sont difficilement comparables, la chirurgie primaire, le fait de refaire l'anastomose. Et comme je vous le disais, en fait, actuellement, dans la littérature, il n'y a aucune étude qui rapporte sur plus que 10-20 patients de résultats fonctionnels obtenus. Donc, on ne peut pas réellement comparer nos résultats fonctionnels sur l'anastomose itérative à d'autres de la littérature. Donc là, il faudra voir avec les futures études. J'espère que ce travail va soulever des travaux divers. Donc voilà, finalement, la cohorte de contrôle, vous avez tout à fait raison, ça aurait été mieux d'avoir une chirurgie itérative d'un autre centre, mais finalement, on n'a pas cette donnée. Et sur le réservoir, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, 100% des patients chez qui on a refait l'anastomose n'avaient pas de réservoir. Donc là aussi, il n'y a pas de comparaison possible sur notre cohorte. C'était toujours des anastomoses directes en raison de ce pelvis scléreux, aussi des difficultés d'avoir suffisamment de longueur colique pour faire une anastomose sans tension. Et donc, voilà, la confection d'un réservoir, ça nécessite encore plus de libération du côlon. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, on n'a pas pu comparer, mais votre remarque est tout à fait juste. Peut-être que c'est une des explications qu'on ait un délai aussi long avant d'obtenir un bon résultat fonctionnel de 3 ans. Peut-être on pourrait diminuer ce délai en confectionnant un réservoir, mais qui serait techniquement difficile dans ces réflexions anastomotiques. Merci pour votre communication. Je voulais vous poser 2 questions. Sur le plan méthodologique, qui a évalué le score de qualité de vie? C'est-à-dire que les patients s'adressaient à qui? À quelqu'un de l'équipe ou quelqu'un d'extérieur? Et la deuxième question, c'est que les résultats fonctionnels des colorectales basses et colo-anales, qui n'ont pas fistulisé, ont des résultats fonctionnels qui sont à terme satisfaisants. Mais
à combien estimez-vous le délai de bonne qualité de vie d'une anastomose colorectale basse ou coloanale qui n'a pas fistulisé? Quel est le délai? Puisque là, vous dites que c'est 3 ans pour les reprises, mais c'est sûrement pas 6 mois pour les interventions de novo. Alors sur le plan méthodologique, sur le questionnaire, donc déjà c'est un questionnaire qui est tout à fait standardisé. Pour la majorité des patients, c'était envoyé soit par mail, soit par la poste, et sinon c'était effectivement effectué par des gens du service, mais probablement que ça a très peu biaisé les résultats parce que les questions sont enfin voilà, on lit l'énoncé, il y a peu de voilà, ces réponses A, B ou C, donc c'est difficile de biaiser ça. Voilà sur le plan méthodologique. Alors, le délai d'un bon résultat fonctionnel sur une anastomose initiale sans fistule, je vous avoue que je n'ai pas en tête cette donnée. Je l'avais vue et je suis quasiment sûr que c'est moins de 3 ans. Il me semble que c'est 6 mois ou 1 an. Donc, effectivement, là c'est beaucoup plus long. Plusieurs explications possibles. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, le fait de ne pas faire de réservoir, ça peut peut-être être une première explication. Et là, on a aussi un pelvis qui a été pas mis en continuité digestive pendant longtemps, donc il y a aussi probablement une rééducation pelvienne qui prend du temps, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un chez qui on rétablit la continuité digestive d'emblée. Et puis par ailleurs, on peut imaginer que le médecin, le chirurgien adapte les traitements médicamenteux, les antidiarrhéiques, et donc aussi, on met peut-être aussi un peu de temps à optimiser le traitement médical pour que les patients disent ça y est, j'ai eu un résultat fonctionnel acceptable. Le fait d'avoir ces données permettrait de valoriser vos résultats, qui sont quand même bons, et pour le délai. Oui, en fait, c'est simplement, de mémoire, c'est 6 mois, 1 an. Je ne préfère pas vous affirmer ça sans le vérifier, mais c'est sûr que c'est moins de 3 ans. Francis Michaud, je peux intervenir dans le débat? Bonjour Francis, oui. Bonjour Philippe. Oui, pour faire deux petits commentaires et poser une question. Les petits commentaires me sont venus au fur et à mesure du débat entre les uns et les autres. Je crois que pour apprécier le bon résultat d'une anastomose basse ou ultra basse, il faut, je dirais plutôt entre 12 et 18 mois, le temps de cette évaluation, plutôt que 6 mois qui me paraît un peu court. Et ma deuxième remarque, c'est que plutôt que de conserver lors d'une réintervention un petit moignon rectal de 2 à 3 cm, on a en général intérêt, me semble-t-il, à d'emblée se placer en colo-anal, car ce petit moignon rectal, en fait, il paraît anatomiquement satisfaisant, mais il est fonctionnellement très délétère et n'apporte rien. Au contraire, il fait une espèce de double sas et de double sphincter qui sont responsables de fuites mal contrôlées, notamment liquides. Mais donc ça c'était les deux remarques complémentaires. Mais la question finalement que je voulais vous poser, vous avez une cohorte qui a commencé, je crois, en 2007, si j'ai bien mémoire du début de vos présentations. Et 2007, c'est loin quand même dans le cancer du rectum. En 10 ans ou 12 ans, on a quand même largement fait évoluer la technique opératoire. Et donc, la question que je voulais vous poser est, est-ce que vous avez remarqué ou cherché à savoir si vous aviez des différences de résultats en fonction des techniques utilisées selon le temps, puisque c'est une étude rétrospective, et en particulier entre laparotomie et chirurgie endoscopique, qu'elle soit célioscopique ou robotique, et aussi la chirurgie transanale menée de bas en haut. Est-ce que vous avez pu remarquer si ces évolutions techniques s'accompagnaient aussi d'évolutions dans la difficulté de la réintervention et ipso facto dans le résultat fonctionnel qui s'en suivait? Merci pour ces questions. Concernant l'effet du temps, effectivement, alors on a une période très longue. Alors c'est à la fois un point faible, c'est aussi, ça nous permet d'avoir beaucoup de recul et d'avoir un délai prolongé. On a regardé l'effet du temps sur le résultat fonctionnel et ce qui importe, c'était vraiment le délai entre la chirurgie itérative et le questionnaire, mais que les patients opérés il y a longtemps n'avaient pas un moins bon résultat fonctionnel que ceux opérés récemment. Sur le plan technique, sur la réfection anastomotique, c'est sûr qu'il y a eu des progrès, mais finalement, il n'y a pas eu de révolution, je pense. 100% des patients ont été opérés par laparotomie. Il y a l'histoire de la viscérolyse. Donc, aucun patient n'a été opéré par célioscopie, encore moins voire robot. Et finalement, les stratégies utilisées, les techniques dites de SOAV, de anastomose colo-anale différée, elles existaient déjà. Alors, les proportions de leur utilisation étaient différentes. L'anastomose colo-anale différée est plus utilisée sur la deuxième partie de l'étude que sur la première. Mais finalement, par rapport aux différentes techniques utilisées, je pense principalement colo-anale différée versus colo-anale d'emblée ou SOAV versus absence de SOAV,
finalement, on obtient le même résultat fonctionnel. C'était quelque chose qu'on attendait beaucoup, notamment la technique dite de Soave, où on invagine dans le moignon rectal après une mucosectomie. On s'attendait potentiellement à un moins bon résultat fonctionnel, notamment lié à des problèmes de compliance. Et finalement, on n'a pas retrouvé d'altération. Donc, sur le plan technique, on a recherché ça en espérant pouvoir dire, avec cette technique, le résultat fonctionnel est meilleur. Mais voilà, on n'a pas mis en évidence de différence, comme vous le dites, sur ce travail rétrospectif. Donc aussi, le chirurgien adapte la technique au patient. Oui, je ne pensais pas tant à la technique de l'anastomose elle-même qu'à la technique de la dissection du rectum et de la TME. Et la question que je voulais vous poser, c'était plutôt sur cet aspect-là de la redissection pelvienne. Est-ce qu'il y a une différence entre une laparotomie telle qu'on la faisait, ou bien une chirurgie endoscopique, ou bien, comme on l'a fait volontiers à Rouen, une chirurgie menée de bas en haut par voie transanale dès le départ, où il semblerait quand même que la facilité de redissection à distance est infiniment plus facile. Effectivement, le problème, c'est cette dissection du pelvis scléreux et de tout faire par en bas, c'est quelque chose qui n'est pas fait comme c'est fait dans les cancers du rectum en première main. Donc finalement, c'est dommage qu'il n'y ait pas Jérémy Lefebvre. Il aurait probablement eu une meilleure rétrospective que moi sur les attitudes du service, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de modifications là-dessus, sur la technique de dissection. Est-ce que par voie basse, on en fait plus que par voie haute? Finalement, je pense que c'est l'endroit le plus sécurisé et on va le plus loin possible par voie haute dans un premier temps. Voilà, à ma connaissance, il n'y a pas eu de grande révolution là-dedans et les progrès liés à la dissection du rectum par voie basse n'ont pour l'instant pas réellement impacté ces chirurgies itératives. Mais effectivement, c'est peut-être une perspective d'avenir. Bernard Cron a une question. Bonjour Bernard. On ne t'entend pas du tout. Ah, pourtant, alors, j'augmente le son. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. C'est mieux. Alors, cette histoire me rappelle les situations très difficiles. Parle plus fort. Vous m'entendez? Parle plus fort. Je dis, on se trouve parfois dans des situations très difficiles et ça me rappelle une chirurgie très ringarde qui va vous faire sourire. Quand j'étais jeune chef de clinique à Vaugirard chez mon maître Marcel Roux, je me suis trouvé dans une situation difficile pour l'anastomose et mon patron, qui aimait bien venir voir ce qui se passait quand un jeune chef opérait, m'a dit, écoute, Cron, fais pas une anastomose, tu fais un pulse-roux. On n'en a pas parlé, mais le pulse-roux, dans des situations épouvantables, peuvent rendre un grand service. Et je me suis trouvé, il y a 20 ans, dans la même situation en libéral. Je ne voulais pas faire une amputation pneumo-périnéale car le malade m'a dit, docteur, il faut absolument me reconduire la continuité. Je lui ai fait un pulse-roux. Au bout de 3 semaines, j'ai enlevé le moignon qui avait intubé le rectum. Il a fallu faire quelques séances de dilatation. Et l'année dernière, ce malade, 20 ans après, m'a invité pour ses noces de diamant. Et dans des situations extrêmement difficiles, c'est une vieille technique qui semble totalement ringarde, mais qui peut rendre service. Oui, c'est Voilà ce que je voulais vous dire. l'anastomose différée. Elle a plusieurs noms, Boulsot, mais c'est une technique qui est très, très utile. Je ne vous entends plus. Vous intervenir. Effectivement, alors, le problème, c'est que cette technique a plusieurs noms. Et dans notre cohorte, c'est 25% des patients qui ont été rétablis par cette technique d'anastomose colo-anale différée. Donc, c'est vraiment beaucoup utilisé comme technique. Et comme je le disais, le résultat fonctionnel n'est pas moins bon que les anastomoses colo-anales directes sur cette chirurgie itérative. Donc voilà, ça a une réelle utilité. Merci beaucoup à tous.